temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par Just Eat et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Soyez les bienvenus dans le temps additionnel consacré à cette première partie des matchs comptants pour la deuxième journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League. On est ensemble pendant 45 minutes et on va tout vous montrer, tous les buts, toutes les actions, toutes les scènes litigieuses et surtout parler des différentes surprises qu'il y a eu ce soir. On le fera avec nos consultants, Bernard Chalande. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et avec Stéphane Anchaud. Bonsoir Stéphane. Alors, on va tout de suite commencer parce qu'il y a pas mal de boulot avec le groupe D. Cette rencontre qui s'est jouée en fin d'après-midi, qui a débuté à 18h45 entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter. Deux équipes qui avaient été battues lors de la première journée par le Sheriff Tiraspol et le Real Madrid respectivement. Donc il ne fallait en tout cas pas perdre en cette fin de journée à Kiev, histoire de rester dans la course à la qualification. Cette rencontre, elle a été largement dominée par les Italiens qui se sont créés les actions les plus dangereuses, notamment celle-ci au quart d'heure avec ce tir de Nicolo Barella pris depuis l'extérieur de la surface. Et c'est la latte qui vient au secours de Piatov, mais c'était déjà une première tentative extrêmement intéressante et dangereuse à mettre à l'actif des Italiens. Que dire de ce raté de Dzeko au deuxième poteau sur ce corner? Là, on était à la 34e minute et c'est aussi une immense possibilité pour l'Inter, gâchée en l'occurrence par Dzeko. Et puis, c'est en toute fin de match que les Italiens vont se créer encore deux immenses possibilités. Tout d'abord, Joaquin Correa qui voit son tir être dévié du bout des doigts par Piatov. Ce sera un corner pour l'Inter. Sur ce corner, nouvelle possibilité avec la tête de De Vrij et encore une fois la parade de Piatov. Dominer n'est pas gagné, on connaît la maxime. L'Inter n'arrive pas à s'imposer sur la pelouse de Kiev, messieurs. On le verra tout à l'heure au classement, mais quand même, ça fait que quand on a perdu le premier match et qu'on n'arrive pas à faire mieux que nul, on se met en difficulté. Oui, pour l'Inter, c'est un point quand même. Et c'est vrai que le classement est un petit peu surprenant dans ce groupe. Mais voilà, quand on ne gagne pas le premier et qu'on fait match nul, c'est un point. Et pour le Shakhtar, c'est pareil, c'est un point. C'est des points qui ne valent pas énormément, je pense. Donc on va voir tout à l'heure les incidences au classement dans ce groupe D. Mais d'abord, on doit s'intéresser au résumé du match entre le Real Madrid et le Sheriff Tiraspol. On avait longuement évoqué cette équipe moldave tout à l'heure dans l'avant-match. Elle était donc en déplacement ce soir pour y affronter le Real Madrid. Le Sheriff qui avait gagné son premier match face au Shakhtar Donetsk. Que s'est-il passé donc ce soir à Madrid? Le résumé est signé Vincent Rigolet. Tiraspol a créé la surprise pour le premier match en Champions League de son histoire en battant le Shakhtar 2-0, mais on peut légitimement penser que face au Real à Santiago Bernabéu, la marche risque d'être trop haute pour les Moldaves. Le genre de considération qui ne les intéresse pas. Cristiano, bien servi côté gauche, adresse un centre parfait pour Yakshiboev. L'Ouzbek ouvre le score. Deuxième match de Champions League, premier but et un souvenir inoubliable pour l'attaquant de 24 ans. Quel début de partie des Moldaves. Mais le Real a de l'orgueil et ne veut pas tomber face aux petits poussets de la compétition. Sauf que les Madrilènes tombent sur un groupe solide à l'image de son gardien, Athanasiadis, qui a un peu de réussite face entre autres à Benzema. En revanche, Gutiérrez, vous allez le voir, en manque et frappe par-dessus. Suite à cette action et à ce but des Moldaves, on s'attend à les voir regroupés désormais. Mais une fois de plus, il faut se méfier des idées reçues.
Le gardien courtois va complètement manquer sa relance et offre le ballon à Castagneda qui laisse la balle au buteur Yakshiboev. Le stade retient son souffle. Tiraspol est à quelques centimètres de prendre un double avantage face à l'équipe la plus titrée d'Europe. Et elle le doit en partie au gardien madrilène. Les actions se succèdent pour le Real qui manque de réussite. Nacho, Vinicius, Hazard, Benzema, presque tous les joueurs d'Ancelotti ont leur chance dans cette première période, mais aucun ne trouve le cadre. Beaucoup de nervosité dans le camp madrilène et un improbable exploit qui commence à se dessiner. Le début de la seconde période est dans la même veine. Le Real fait le siège de la surface moldave sans trouver la faille. Vinicius se retrouve face à Ado et Costanza. Il affronte et s'écroule. Monsieur Fisser siffle un pénalty en consultant la vidéo. Bien un accrochage sur le Brésilien, même si la décision ne plaira pas à tous les amateurs de football. Benzema pour égaliser face à Athanasiadis. Puissant, précis, imparable. Un but qui relance un Real bien apathique. Un but pour l'histoire aussi. Karim Benzema vient de marquer son 72e but en Champions League, passant devant la légende Raoul. Les Espagnols savent donc que le match peut désormais tourner à leur avantage. Les occasions reprennent de plus belle. Benzema et Modric combinent pour le 2-1. Athanasiadis se sacrifie, fait les arrêts face à Vinicius. Puis vous allez le voir, je parlais de sacrifice face à Modric. Le shérif est à la limite de céder, mais le Real continue de bafouer son football. Et si vous voulez voir le but d'une vie, le voici. Touche pour les Moldaves qui sortent depuis bien longtemps de leur moitié de terrain. Traoré joue en retrait et Sébastien Thiel tente. Phénoménal, Sébastien Thiel, international luxembourgeois de 27 ans, fait chuter le grand Real Madrid sur ses terres. Sébastien Thiel, l'homme dont toute l'Europe du football parle ce soir. Le shérif Tiraspol vient de battre le Real qui a tiré 31 fois contre 4 tentatives moldaves. Des petits nouveaux qui frappent fort en remportant leurs 2 premiers matchs dans un groupe où tout le monde les attendait derniers. Waouh, quelle surprise, hein, voir le shérif Tiraspol aller gagner à Madrid. Et puis, alors oui, 31 tirs à 4, nous a dit Vincent Rigolet, mais ils sont allés la chercher la victoire. Ah oui, oui, clairement. Alors bon, ils ont joué crânement leur chance. Les 2 buts qu'ils marquent sont magnifiques parce que même le coup de tête sur le 1-0, il est beau. La frappe de Thiel, incroyable, hein, imparable. Après, ils ont tenu le coup derrière. Ils ont eu un petit peu de réussite. Le gardien a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment. Mais cette réussite, ils l'ont provoquée. Cette victoire, elle est méritée. Et puis c'est vraiment une surprise. Franchement, c'est incroyable. Ils ont 6 points, mais en plus gagné ce soir à Real. Personne n'aurait parié un franc là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce deuxième but. On est à la 89e minute. Vous êtes en train de faire 1-1 à Madrid. Il y a remise en jeu près du corner. Et ils sont 6. Il y a 6 joueurs moldaves dans les 16 mètres ou à l'orée des 16 mètres. Normalement, vous faites 1-1 à Madrid, vous restez derrière, vous mettez le ballon vers le corner pour essayer de perdre du temps. Ils jouent le coup. Donc ça montre aussi l'esprit de cette équipe et ce n'est pas tout à fait le hasard. Cette équipe, elle pose des problèmes à ses adversaires. Belle audace, payante, exploit donc retentissant, comparable à Zurich qui gagne à Milan. Je vous la ressors chaque fois, mais... Non, ça c'est encore... C'est Real Madrid et c'est c'était le Milan de la fin des années 2000, oui, c'était un bon Milan aussi. Ouais. Non, c'est vrai que c'était aussi un exploit, quoi. Mais Zurich avait une renommée un tout petit peu plus grande quand même que Sheriff. C'est vrai, c'est vrai. Ce groupe D, on va le voir le classement. Qui aurait parié sur un Sheriff Tiraspol seul en tête après 2 matchs et 6 points. Le Real avec 3 points et puis l'Inter et le Shakhtar qui ont donc chacun marqué 1 point ce soir lors de la prochaine journée. Le Sheriff Tiraspol s'en ira à Milan y affronter l'Inter alors que le Shakhtar recevra le Real Madrid. Il y aura cette double confrontation lors des journées 3 et 4. Et là, donc, le Sheriff va affronter 2 fois l'Inter. Si, par hasard, les Moldaves arrivent à confirmer un peu tout cela, on pourrait avoir une grosse surprise dans ce groupe D. On va maintenant passer au groupe C, à celui qui concerne notamment le Borussia Dortmund, avec 2 matchs qui étaient au programme ce soir. L'Ajax, tout d'abord, qui recevrait le Beşiktaş, et donc le Borussia Dortmund qui accueillait le Sporting. On voit tout cela en
mode compact avec Loïc Refait. Dans une Johan Cruyff Arena pleine à craquer, l'Ajax voulait confirmer sa bonne entame après le 5-1 au Sporting. Les Rouges et Blancs cartonnent depuis le début de saison. 8 matchs, 35 buts marqués, seulement 2 encaissés. Sébastien Haller, auteur d'un quadruplé mémorable pour sa première soirée en Champions, était prêt à entrer un peu plus dans l'histoire. Si les Néerlandais tiennent le ballon dès l'entame, ce sont bien les Turcs qui se mettent les premiers en évidence. Michy Batshuayi se démarque à la limite du hors-jeu et amorce une très belle frappe croisée. Ça finit sur le poteau, grosse alerte sur la cage de Pasveer qui était battu. A noter que Michy Batshuayi, prêté par Chelsea, réalise un très bon début de saison en Turquie. En réaction, la pression s'intensifie sur la cage des Aigles Noirs. 17e minute, Dusan Tadic va faire voler en éclats les lignes du Beşiktaş. Venant du flanc gauche, le capitaine efface 3 joueurs pour trouver un décalage magique pour Steven Berghuis. L'enchaînement est aussi limpide que l'Amstel qui coule à flot. Oui, c'est aussi un fleuve. Steven Berghuis, arrivé cet été après 199 matchs avec le Feyenoord, se met le public dans la poche après un départ en paria du club rival. Après un loupé invraisemblable de Tadic, Haller, sur sa deuxième occasion, va trouver le chemin des filets sur ce centre de Berghuis. Enfin Haller ou Sachi, difficile à dire. Malgré tout, l'UEFA attribue cette réussite au meilleur réalisateur de la compétition. Haller, 5 buts lors de ses 2 premiers matchs en C1. Aucun joueur n'avait jamais fait mieux. Belle histoire pour celui qui n'avait pas été inscrit dans le groupe pour l'Europa League la saison passée suite à une erreur administrative. Sacrée revanche et belle carte de visite. L'Ajax s'impose grâce à un Steven Berghuis en pleine forme et une nouvelle réussite de Sébastien Haller. Avec 2 victoires en marquant 7 buts en 2 matchs, c'est le meilleur début de compétition des Ajacides en C1, historique. Et dans l'autre match, Dortmund recevait le Beşiktaş. 11 buts en cette rencontre depuis le début de saison, c'est le poids du grand absent du soir, Erling Haaland. Le meilleur buteur de la C1 la saison passée, d'ailleurs récompensé et blessé. Les Suisses Kobel et Akanji en revanche sont bien dans le 11 de base. Haaland laisse un grand vide derrière lui que Daniel Malen, arrivé du PSV cet été, a su combler à la 37e minute sur la première frappe cadée du match. Akanji, parfois imprécis en première mi-temps, trouve cette fois Bellingham dans l'axe. L'enchaînement contrôle-passe fait toute la différence. Le Néerlandais, très décrié, remporte son duel adroitement et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il donne d'ailleurs un avantage définitif à des Allemands bien empruntés face à la compacité du bloc portugais. Dortmund l'emporte sans se faire peur mais sans panache. Erling Haaland était la pièce centrale qui manquait au Borussen ce soir pour enflammer cette rencontre. Voilà, dans ce groupe C, la situation se décompte gentiment. Elle est assez simple puisque ce soir, avec les victoires de l'Ajax et du Borussia Dortmund, eh bien, on a ces 2 équipes avec 6 points. Beşiktaş et Sporting qui vont donc se rencontrer lors de la prochaine journée. Ferment la marche avec 0 points, mais pour l'instant, on peut le dire. Ballottage favorable pour l'Ajax et le Dortmund. Le Borussia Dortmund, Beşiktaş et Sporting se battront a priori pour la 3e place. Le groupe B maintenant avec Nicolas Menacre qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. C'est un gros groupe, hein, ce il y a groupe du niveau. B. Voilà, il y a du niveau, il y a de très belles affiches à chaque fois. Alors on va commencer avec tout d'abord Porto qui recevait sa bête noire hein, sur la scène européenne, les Reds de Liverpool. Exactement, Stéphane, Bernard, si je vous dis un grand club européen, Stéphane, il va me dire Liverpool, mais choisissez-en un autre. Bernard, un grand club, votre grand club européen. Manchester. Lequel de Manchester? City. City, même avec la défaite d'aujourd'hui. Stéphane. Real Madrid. Real Madrid, Manchester, que ce soit United ou Manchester City, le Bayern.
Toutes les grandes équipes européennes ont perdu un jour contre Porto, habitué de la Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas de l'adversaire du soir, Liverpool. 8 fois, il y a eu ce duel entre Lusitaniens et Anglais pour 0 victoire portugaise. On se souvient encore récemment en quart et en huitième de finale à l'Estadio do Dragão de revers 4-1 et même 5-0 pour cette formation entraînée par Sergio Conceição. Une formation qui va essayer, mais timidement aujourd'hui, d'effacer cette statistique. Liverpool prend le meilleur départ, frappe en premier avec Jones qui a une certaine liberté. Sa frappe détournée par le portier Diogo Costa. Et ensuite, c'est un peu facile quand même pour Salah d'inscrire le premier but de la rencontre. Erreur de Zaïdou au sein de cette défense en souffrance qui a perdu Pepe lors de l'échauffement, remplacé par Cardozo, Fabio Cardozo, que l'on retrouvera malheureux plus tard dans cette rencontre. On vous a déjà presque tué tout suspense. Liverpool va se balader dans cette rencontre au Portugal. Juste avant la pause, à la 45e minute, Milner reçoit le ballon sur le flanc droit, a beaucoup de temps pour centrer. Et ensuite, Mané, un peu comme ça là auparavant, inscrit très facilement cette réussite. Mésentente entre la défense et le gardien. Au passeport portugais et suisse, le remplaçant de Marquezine, qui est bien malheureux, Diogo Costa. Aujourd'hui, comment expliquer ce choix? Franchement, en regardant ces images, on ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête. Il n'en faut pas plus pour Mané pour transformer 2-0. Le break est fait juste avant la pause. Retour des vestiaires et toujours Liverpool qui récupère ce ballon à mi-terrain par Jones, que l'on a beaucoup vu aujourd'hui. Il a encore une fois beaucoup d'espace, il a le coup d'œil aussi. Et Mohamed Salah inscrit un doublé quelques minutes avant de céder sa place. Mané sortira aussi. Anderson à l'occasion de son 400e match avec Liverpool ce soir. La formation de Jürgen Klopp qui a pu reposer quelques-uns de ses éléments avant le rendez-vous important du week-end en championnat face à Chelsea. Porto essaye quelque peu, tente sa chance et trouvera quand même l'ouverture sur cette action. Il y a un peu de relâchement chez les Reds et c'est Taremi qui peut placer sa tête. Le centre vient de Fabio Vieira. Pas de joie excessive pour l'Iranien et ses coéquipiers. C'est une réduction du score qui ne sera pas, et de loin, le dernier but de la soirée, même si à ce moment-là, il reste seulement 15 minutes à jouer. Alisson, un peu court, et son vis-à-vis Diogo Costa, un peu comme sur le deuxième but. Là, il se trouve. Que vient-il faire ici? Firmino en profite, ce ballon file tout gentiment jusque derrière la ligne. L'assistance de la Goal Line Technology vient au secours de l'arbitre Sergei Karasev. Le ballon a bien franchi la ligne. Mais là, encore une fois, on se pose des questions sur le comportement défensif de cette formation de Porto. Voilà l'image arrêtée qui confirme la validité de cette réussite. Et 83e minute, coup franc, frappe de Jones, déviation du pauvre Fabio Cardozo qui a donc remplacé Pep à quelques instants de la rencontre. Le capitaine de Porto a été blessé à l'échauffement, déviation du bras du défenseur, et cette scène est longuement étudiée pour savoir si Firmino est hors jeu ou pas. Il ne l'est pas. 5-1, score final. L'Estadio do Dragão reste pour Liverpool un stade béni. Victoire très facile pour les Reds qui ont vraiment déroulé à leur rythme ce soir et qui n'ont pas été inquiétés par le FC Porto. On aurait pu croire à un moment donné d'ailleurs, Stéphane, quand Porto marque le 3-1 à un quart d'heure, on se dit tiens, est-ce qu'effectivement Jürgen Klopp n'a pas regretté les 5 changements? Voilà, il a déjà un peu anticipé ce match contre City ce week-end et très vite. Non, on a vu des images, on a vu du match de ce soir et des cadeaux.
Parce que finalement, sur les 5 buts, je pense qu'il y a 4 cadeaux entre le gardien qu'on donne. En tout cas 2, la défense 2. C'était carrément impossible pour Porto ce soir de faire mieux. Donc Liverpool, je pense que c'était probablement une promenade de santé où effectivement on peut faire tourner un peu l'effectif, donner du temps de jeu à tout le monde et préparer le match de dimanche contre City. Ouais, ce sera à nouveau un gros choc là, en perspective pour Liverpool. Autre match de ce groupe, parce qu'on l'a dit, ce groupe B, il n'y a que de belles équipes. Le Milan AC bouclait la boucle. Vous allez nous expliquer pourquoi en accueillant ce soir l'Atlético de Madrid. Oui, premier match de Ligue des Champions pour les Milanais dans leur stade de San Siro pour la première fois depuis le mois de février 2014. L'AC Milan est de retour. Le message était clair. La dernière fois, c'était un 8e de finale en février de cette année 2014, il y a 7 ans. Adversaire Atlético de Madrid, alors personne n'imaginait qu'il faudrait attendre aussi longtemps pour le grand Milan, même s'il n'était plus aussi grand que ce qu'il avait été par le passé, ça restait un grand club. Et au final, il y a très très longtemps, il a connu des difficultés. Il a donc fallu attendre cette saison et cette soirée pour retrouver un match de Ligue des Champions de l'AC Milan, dans ce stade. Il y avait eu l'Inter, évidemment. Il y avait aussi eu l'Atalanta qui, il y a 2 saisons, jouait à San Siro. Mais là, c'était vraiment pour le Milan AC, un Milan AC qui va bien débuter cette partie et qui va se créer une première occasion à la 19e minute sur ce contre-éclair. L'ouverture est signée Diaz, un des hommes en forme. Rebic est tout seul et il échoue parce que Oblak est absolument remarquable. Tout est parfaitement joué jusqu'à cette tentative d'Ante Rebic. Mais quel travail de Oblak. Dans la foulée, on est à la 20e minute. Il y a une nouvelle occasion pour le Milan AC qui a mis beaucoup de pression d'entrée. L'Atlético très très décevant à ce moment-là dans cette rencontre. Beaucoup de liberté jusqu'à la frappe de Rafael Leao. Au passage, c'est encore une fois Diaz qui fait un festival dans les 16 mètres. Leao, enchaînement, contrôle, frappe, arrêté. Cette fois-ci, rien à faire pour Oblak. L'ouverture du score pour Milan dans cette partie. Juste avant, on revient à la 15e minute parce qu'il y avait eu cette faute à mi-terrain de Kessié, faute absolument inutile contre Llorente. Problème pour lui, 15 minutes après, encore une fois à mi-terrain, on retrouve Kessié, on retrouve une faute absolument inutile et la conséquence, elle est claire, c'est un carton rouge, expulsion pour 2 fautes à mi-terrain sur le même joueur. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas du tout vu l'Atlético et on ne voit encore pas l'Atlético puisque la prochaine opportunité elle est pour Rafael Leao qui est en pleine confiance. On revoit là cette action au ralenti. L'arbitre avait levé son drapeau. Très franchement, on n'est pas certain qu'il y avait un hors-jeu, mais en pleine confiance, l'ancien joueur de Lille l'attend de sa chance. Ça ne fait pas mouche. L'entraîneur Simeone côté Atlético a de quoi être fâché. Il a même effectué un changement avant même la mi-temps avec la sortie de Trippier, l'entrée de Joao Félix. À la mi-temps, sortie de Carrasco et d'Hermoso, entrée de De Paul et de Lodi. Ça va un peu mieux après le repos. On voit cette frappe de Kondogbia à côté. On retrouve quelques instants plus tard Joao Félix avec son numéro 7 qui a fait une bonne entrée, qui a amené du dynamisme. Là, il centre pour Suarez. Suarez, 3 buts cette saison, tout comme Correa. C'était les 2 titulaires au coup d'envoi. Il n'y avait pas de Griezmann, pas de Joao Félix, pas de Cunha, pas de Paul. 3 d'entre eux vont entrer en jeu. À la 64e minute, il y aura déjà tous les changements effectués par Diego Simeone, dont notamment l'entrée de Griezmann que l'on va retrouver. Là, d'abord, il y a Lodi, aussi entré en jeu, la volée de Griezmann. Son premier but depuis son retour à Madrid. L'égalisation, finalement, tombe. Elle est logique parce que Milan à 10 contre 11 s'est énormément replié, essayé de maintenir cet avantage. Ça a tenu presque jusqu'au bout. À la 84e minute, cette égalisation. Milan ressort un peu dans la foulée, essaye de trouver le chemin des filets et d'emporter la victoire devant son public. Florenzi prend des risques, sa volée manque le cadre. C'était la chance milanaise après la pause. Mais essentiellement, on retrouve l'Atlético, qui a eu déjà 2 occasions, 2 belles occasions, et qui là va en avoir encore une. Sur cette action très confuse, énorme pression devant Maignan. Et ce ballon entre Lemar et Kaloulou
est touché du bras par les deux hommes. Kaloulou est sanctionné. C'est un penalty sifflé par Monsieur Tchakir dans la 3e minute du temps supplémentaire. Maignan avait arrêté un penalty face à Liverpool lors de la rencontre précédente. C'est un spécialiste. Il est là face à Suarez. Suarez transforme. Regardez le chronomètre. On est déjà au-delà du temps additionnel accordé. Il a fallu très longtemps devant la vidéo aux arbitres pour valider ce penalty qui va évidemment faire énormément discuter. L'Atlético de Madrid s'est repris après la pause, a tiré 16 fois au but contre 5 en première mi-temps et arrache la victoire. C'est dur quand même pour Milan qui a mené lors de ses 2 premiers matchs dans cette campagne et au final se retrouve avec 0 point. Frustration pour les hommes de Stefano Pioli aussi par rapport à cette scène du penalty qui fera énormément parler d'elle dans la presse italienne. On parlera du but de Thiel, mais on parlera aussi de ce penalty accordé à Diego Simeone et à Simeone et surtout à ses joueurs. Il nous reste 20 minutes d'émission, donc on ne va pas refaire le débat de l'arbitrage, Bernard. Mais on va la revoir, cette séquence. On va la revoir, cette séquence de cette faute de main dans le temps additionnel. C'est vrai que ça semble quand même extrêmement sévère que de siffler penalty sur cette action. Même si oui, on peut toujours dire que Kaloulou, il avait son bras un peu décollé. C'est dans le jeu, il est pris dans son élan. Mais elle tape la main de Lemar, je crois, presque avant, ici. Ouais, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est du n'importe quoi. Il y a ces pénaltys qu'on offre maintenant sur ces mains qui sont quand même involontaires, qui font partie du jeu, qui ne sont pas déterminantes sur l'action de jeu. Donc, voilà. Alors, c'est le nouveau règlement. Allons-y, donnons des pénaltys, tout le monde est content, puis on en discute après. C'est bien parce que dans le match de Paris, tout à l'heure, on va montrer des séquences où on aurait pu donner pénalty facilement. Non, mais là, on n'a pas donné. La VAR, on n'a pas, on voit pas. Non, on voit pas. Bon, ben, ça fait partie des fois de non, ça va pas. Qu'on ne contrôle pas forcément. L'Atlético qui devient un peu un spécialiste du genre de ces finishes un peu incroyables parce que la semaine dernière en championnat notamment, lorsqu'ils ont joué à Getafe, ils étaient aussi menés 1-0. Ils ont aussi égalisé dans les 10 dernières et marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Donc voilà, l'Atlético s'impose ce soir à Milan. Réaction d'Antoine Griezmann. Bueno, la verdad que también hay un par de razones, ¿no? Porque no estaba cómodo, no me encontraba y al final pues con trabajo, con confianza de los compañeros, el míster que me sigue poniendo, pues solo puedo mejorar, ¿no? Sé que me esperan, mis compañeros me esperan, el club me esperan, los aficionados también, pero aquí estoy para eso e intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible. Voilà, Antoine Griezmann qui revient sur le fait qu'il a marqué enfin avec l'Atlético depuis son retour à Madrid. Il n'était pas encore au mieux jusqu'à présent, mais grâce à la confiance notamment de son coach, eh bien, il a pu petit à petit revenir. Il sait qu'on l'attend, que le club, que ses coéquipiers, que les supporters l'attendent et il est très heureux d'avoir pu répondre présent ce soir en marquant le but de l'égalisation. On va donc faire le point dans ce groupe B avec Liverpool qui fait cavalier seul, 2 matchs et 6 points, 4 points pour l'Atlético, 1 seul pour Porto et enfin Milan qui a concédé 2 défaites. Porto et Milan vont se rencontrer lors de la prochaine journée alors que l'Atlético recevra Liverpool. Et il nous reste encore le groupe A à passer en revue. PSG City, c'est dans un instant. Tout d'abord, on s'intéresse à l'autre match de ce groupe entre Leipzig et Bruges. C'est Vincent Rigolet qui a suivi la partie. Battu 6-3 par Manchester City lors de la première journée, Leipzig est donc l'une des équipes spectaculaires de ce début de compétition. Et ça se confirme, on joue à peine la 5e minute. Forsberg à la limite du hors-jeu par rencontre dans une défense belge démobilisée. Il sert Nkunku qui termine avec la réussite face à Mignolet. Un but initialement annulé pour un hors-jeu, finalement validé par la VAR. Devant son public, Leipzig mène 1-0. Nkunku est incroyable dans ce début de saison. Il a inscrit un triplé face aux Citizens et reste sur un doublé en championnat contre le Hertha. Après cette première intervention décisive de l'arbitrage vidéo en faveur de Leipzig, observez bien ce qui va suivre. Long ballon de Balanta vers De Ketelaere à la limite du hors-jeu. Et vous le sentez venir. Le jeune attaquant s'arrache pour centrer en retrait pour son capitaine.
Van Aken qui égalise. Hors-jeu signalé, la VAR valide le but. Monsieur Vincic et ses assistants par 2 fois désavoués. Il y a du spectacle dans ce match et on ne joue que la 22e. Les débats sont équilibrés, les visiteurs ont leurs occasions et sur cette situation, Mata trouve un relais avec Lang à la limite du hors-jeu. Notez bien, centre de Mata pour Van Aken qui manque sa reprise. Ritz surgit et donne l'avantage à Bruges. Le but est donc accordé par M. Vincic qui cette fois-ci avait raison. Bonne nouvelle pour le corps arbitral, une décision correcte sur 3. Bruges mène 2-1. Le champion de Belgique avait tenu tête au PSG. Il ne doute pas face aux dauphins de Bundesliga de la saison dernière. La deuxième mi-temps n'a pas perdu un an en intensité, mais les actions se sont faites rares. Et Bruges maintient ce score. Victoire des Belges qui font une très bonne affaire sur la pelouse de Leipzig. Des bons points pour la VAR aussi dans ce match. Il faut quand même le souligner, hein, quand la VAR fait bien son travail. Bernard. Mais gardez votre influx pour le match entre Paris et City, parce qu'il y a encore des choses à dire par rapport à l'arbitrage. D'accord ? Allez, on en vient justement au choc de cette soirée, ce duel entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. On l'a dit lors de la présentation, c'était le premier véritable test pour ce PSG XXL. On attendait de voir Messi, de voir Neymar, de voir Mbappé à l'œuvre et on va dire qu'on n'a pas été déçus. Il a fallu se montrer patient, mais on n'a pas été déçus. On entre à la 8e minute dans cette rencontre avec l'ouverture du score pour Paris. Une bonne combinaison sur le côté avec Mbappé et Herrera. Le centre de Mbappé en retrait ne va pas trouver Neymar, mais va trouver Gueye qui ouvre le score. On a souligné tout à l'heure, Stéphane Anchaud, pendant le direct, que Laporte, effectivement, n'a pas très bien défendu. Oui, c'est mal défendu. Donc d'abord sur le côté, hein, sur la combinaison, c'est un peu trop facile. Mais après, Laporte ne couvre pas son latéral. Et puis le but, en fait, par-delà. Double possibilité pour City à la 26e. Tout d'abord, la tête de Sterling renvoyée par Lalat. Et puis Bernardo Silva qui rate l'immanquable. Oui, c'est clair que ça, c'est peut-être le tournant du match aussi. À ce moment-là, City domine, City est bien dans le match et aurait peut-être mérité l'égalisation. Mais voilà, ce ballon-là, à 3 mètres du but, Bernardo Silva doit le mettre au fond du filet. C'était pas le soir de Manchester City. À la 38e, Mbappé transperce cette défense. Il arrive à s'échapper, à remettre ce ballon en retrait pour Herrera. La parade sans problème, en l'occurrence, pour le portier de City. Dans l'enchaînement, on voit ce centre de Mbappé avec un Marquinhos qui était un tout petit peu court et qui n'a pas pu reprendre le ballon. On se retrouve, encore en première mi-temps, avec cette dernière possibilité. La tête de Dias au deuxième poteau, repoussé par Donnarumma. On va donc maintenant se retrouver en deuxième mi-temps avec... Tout d'abord, De Bruyne qui arrive à semer la défense du Paris Saint-Germain. Encore une fois, Donnarumma est attentif pour s'interposer. Peu après l'heure de jeu, regardez le contre du Paris Saint-Germain. Et ça, Stéphane Anchaud, les Parisiens l'ont très très bien fait ce soir. Ouais, tout au long de la soirée, quand ils ont pu ressortir le ballon, comme on le voit là, ils l'ont fait très très bien, avec beaucoup de maîtrise. Très vite aussi, ils ont profité, comme on le voit là, hein, des espaces laissés libres par la défense de Manchester City. Et ils ont chaque fois été dangereux. Donc je pense qu'offensivement, c'était sûrement la force qu'ils ont eue ce soir, parce que c'était quand même une maîtrise dans le jeu de la part de City. Mais ils ont bien défendu et encore une fois, là on le voit, c'est de nouveau une récupération du ballon et le magnifique but de Messi, mais sur le même principe, une récupération de ballon et Messi qui va prendre appui sur Mbappé et finir magnifiquement avec son pied gauche. Bon, c'est plus facile quand il y a effectivement tous ces espaces. Hein. C'est vrai que City, elle cherchait l'égalisation. Et... À ce moment du match, City essayait de revenir dans le match, trouvait pas de solution. Et là, ce but-là, on voit qu'il n'y a plus du tout de milieu de terrain. Hein. Donc la défense, elle est livrée à elle-même. Il y a des espaces. Et avec des joueurs de la classe de Messi, on voit, ça ne pardonne pas. Parce que Messi, sinon, jusque-là, sur l'ensemble du match, on l'a très très peu vu, on est d'accord. Mais sur un geste, il nous montre pourquoi c'est Messi, X ballon d'or et peut-être le meilleur joueur de la planète. Premier but pour Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je vous avais promis...
de séquences qui, là aussi, pourraient faire parler dans les différents workshops d'arbitres. Tout d'abord, ces 2 fautes commises dans les 16 mètres. Alors, nous, on parle carrément de faute parce que Bernard, il y avait largement de quoi siffler pénalty. Oui, là, on voit quand même que le défenseur ne joue pas du tout le ballon. Il ceinture. C'est du catch ou je ne sais pas quoi, mais c'est ça. C'est tout sauf défendre comme on doit défendre en football. Donc là, la question qu'on se pose toujours... Et là, il faudra que j'aille prendre un cours parce que qu'on m'explique exactement quand la VAR intervient et quand elle n'intervient pas. Certainement que je ne dois pas être bon du tout parce qu'il y a des choses qui m'échappent, parce que j'ai de la peine à comprendre ça et il faudra que je prenne le temps d'essayer de comprendre pourquoi la VAR n'intervient pas dans ce genre de situation. Je ne sais pas si, même en prenant un cours, ça suffira. Je ne sais pas, mais on va essayer. Des fois, ça nous échappe aussi, même en essayant, en mettant toute notre bonne volonté, quoi. Autre séquence, effectivement un peu litigieuse. Est-ce que Kevin De Bruyne devait finir le match ou pas, Stéphane Henchoz? Oui, ça se discute aussi. Donc il prend alors carton jaune, c'est clair, c'est le minimum, mais on va revoir. Jambes tendues, perte de maîtrise du ballon, on le voit. Il termine sa course sur le tibia de Gueye. Donc à partir de là, oui. On a eu dans un récent très proche un carton rouge, Freuler contre l'Espagne. D'ailleurs, on appelle ça une Freuler maintenant. On prend toujours maintenant cet exemple-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si l'arbitre met rouge, il n'y a pas à discuter. Mais encore une fois, comme pour l'action précédente, l'arbitre prend une décision. Avant, il ne siffle pas pénalty, il ne va pas voir la VAR. Ici, il prend la décision de donner jaune. Pourquoi est-ce que la VAR ne l'appelle pas pour lui dire, dans les 20 secondes, va quand même voir, ça peut être rouge. Ouais, ou ça doit être rouge, même. Oui. Mais comme c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui va, il va sur le bord du terrain, il regarde, il prend sa décision, il maintient jaune ou il donne rouge. Là, encore une fois, à aucun moment, il est allé sur le bord du terrain revoir cette action. Donc là, effectivement, De Bruyne, il est chanceux de rester sur le terrain. On va écouter les réactions maintenant avec, pour commencer, le petit prodige argentin, Lionel Messi. La verdad que sí, lo importante es que se ganó contra un grandísimo rival, uno de los candidatos siempre. Y para nosotros era importante ganar este partido después del empate contra Brujas, así que estamos contentos por este partido. Il est content d'avoir gagné. Voilà, je vous la résume comme cela. Bon voilà, c'est important de gagner, surtout après avoir fait match nul lors de la première journée face à un rival qui est un prétendant à la victoire finale. Il n'a rien dit de plus, ne vous attendez pas à des révélations de la part de Lionel Messi. On va écouter l'autre buteur du Paris Saint-Germain, c'est Saïd Regaï. Ouais, c'est vrai qu'on a bien commencé ce match, on avait envie de gagner chez nous et voilà, on avait galéré un peu contre eux l'année dernière et cette fois-ci voilà, on a beaucoup travaillé. On sent que ça commence à prendre avec l'équipe. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas repris depuis le début de la saison et là on est très satisfait de notre performance et on espère que ça va continuer comme ça. Bon. Voilà, on a entendu Idrissa Gueye, vous aurez bien corrigé effectivement le prénom. Encore une dernière réaction, celle d'un joueur de City, cette fois-ci c'est Aymeric Laporte. De marquer surtout, c'est ce qui nous a manqué je pense. Je pense qu'on a été pas mal avec la balle, on a dominé je dirais même. Mais voilà, il faut finir, il faut marquer et on ne l'a pas fait aujourd'hui. En très peu d'occasions ils l'ont fait et voilà, c'est le foot. On sait que c'est une équipe qui est forte sur les transitions, c'est une équipe qui peut attaquer rapidement, qu'il a montré notamment sur le deuxième but. Vous le saviez ça, mais ça va très vite en face quand même offensivement. Ouais, ça se joue à très peu de choses. Voilà, c'est le deuxième but, après il y en a un autre avant. Je veux dire, on aurait pu amplement gagner ce soir, mais voilà, c'est pas le cas. Après il y a un match retour, on essaiera de faire au mieux et de gagner le prochain. Et dans ce groupe A, eh bien, il y a du mouvement dans le classement, puisque Paris et Bruges, qui ont gagné ce soir, prennent la tête avec chacun 4 points. Manchester City recule à la 3e place. Leipzig toujours dernier avec 0 points. Lors de la prochaine journée, on aura un Bruges-Manchester City et un Paris Saint-Germain-Leipzig. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, ça continue avec Young Boys qui seront à Bergame pour y affronter l'Atalanta. Deuxième match pour les Bernois. On va en parler rapidement pendant quelques instants.
Tout d'abord, on est allé voir Jordan Siebatcheu. Vous vous rappelez, celui qui avait marqué le but de la victoire dans le temps additionnel face à Manchester United. Et Loïc Ruffel lui a demandé à quel genre de match il s'attendait demain à Bergame. Ça va être un peu comme le match de Manchester. Ne pas avoir peur, jouer avec nos qualités. Je pense que ce match en Italie va être très compliqué et très dur. On va tomber sur une équipe très agressive, très dure dans les duels, très compacte et qui va falloir mettre beaucoup d'intensité. Donc à nous d'être prêts et de pouvoir répondre à ça. Certes, en championnat, voilà, on se crée énormément d'occasions, mais en Champions League, c'est complètement différent. Donc, essayer de marquer à la moindre occasion, de très dangereuse sur les occasions qu'on aura. Pas du tout, non, franchement, l'état d'esprit reste le même. Même si demain, IB termine premier de cette poule, on sera toujours le petit poussé parce qu'historiquement, voilà, on a 3 grosses équipes devant nous. Mais voilà, on est peut-être le petit poussé, mais on va pas se laisser faire. On va aller là-bas pour jouer comme des hommes. On va essayer de montrer du caractère et pourquoi pas aller chercher tout ce qu'on aura mérité. Il n'y a qu'à suivre l'exemple du Sheriff, Tiraspol. Oui. De Bruges. Non, mais je crois que c'est vrai qu'avec cette victoire à domicile, ça permet de rêver un petit peu et puis ça permet de jouer sans trop réfléchir, comme il le dit. Et puis, je pense que c'est la seule façon de résister face à ce pressing, cette agressivité, cette intensité que Atalanta met. Mais IB, avec son potentiel offensif, je pense, peut se créer des occasions de but. Et en étant efficace, au même titre que PSG aujourd'hui, pourrait aussi créer la surprise. Moi, j'y crois un petit peu. La surprise, c'est quoi? C'est déjà un point ou c'est carrément la victoire? Il faut voir le match. Déjà, prendre un point à Atalanta, c'est pas facile. Ce serait déjà un très bon résultat. Messieurs, vous serez demain à Bergame. D'ailleurs, on va vous libérer rapidement parce qu'il faut aller faire dodo, prendre le train demain matin. Objectivement, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut attendre de IB demain à Bergame? Moi, j'étais impressionné par le fait que contre Manchester, jusqu'au bout, ils allaient chercher la victoire. Je pense qu'ils ne vont pas changer d'état d'esprit malgré l'absence importante de Fasnacht. Et il y a des exemples à suivre. Vous avez évoqué le Sheriff, mais Bruges aussi qui va gagner à Leipzig. Ça ressemble un petit peu au coup d'envoi à une rencontre entre Atalanta et Young Boys. Alors moi, j'ai bien aimé l'interview de Siebatcheu. J'ai trouvé très lucide. Alors en tout cas, il était bien préparé sur l'adversaire. On sentait que Wagner avait fait son job, à quoi s'attendre. Après, de jouer crânement sa chance, de savoir qu'ils auront peu d'occasions de but, mais qu'il va falloir les mettre. Par contre, c'est clair que moi, je m'attends à un match peut-être même plus difficile que Manchester United à la maison. Alors c'est étonnant parce que le nom, on se dit Atalanta, c'est moins fort, c'est pas Manchester United. Oui, mais United, quand ils sont venus, ils ont joué le début de match, après il y a eu le carton rouge, après ils ont un peu lâché et ainsi de suite. Ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité. Demain soir, effectivement, l'Atalanta, ils vont mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de pression. Physiquement, c'est une équipe qui est costaude. Donc, à mon avis, IB, pour faire un point, voire gagner demain, il va falloir être en tout cas aussi bon qu'il y a 2 semaines. On se réjouit de voir ça. Bernard, on se voit lors de la 3e journée de Champions League. Oui. Nico et Stéphane, Nicolas Menech, Stéphane Onchaud. Demain, on vous retrouve à Bergame en compagnie d'Alain Rohrbach pour ce match. Rendez-vous dès 18h15 pour la prise d'antenne. On vous présentera cette rencontre entre l'Atalanta et IB. 18h45, ce sera le coup d'envoi. À demain donc pour ce grand rendez-vous pour le football suisse. Merci pour votre fidélité et belle nuit à vous. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par Just Eat et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.